Bonjour. Donc, suite au problème Internet que nous avons rencontré hier soir, je vais reprendre le corrigé de la première situation. Bon, voilà, je vais l'afficher, si ça veut bien se mettre. Donc, voilà. Donc, je laisse un peu de côté les questions pour l'instant et donc je m'intéresse à ce qui nous est proposé à l'analyse. Donc, il s'agit en fait d'une activité, c'est plus ou moins bien décrit, hein, d'une activité proposée à des élèves dont il va falloir déterminer justement le niveau. Donc, il s'agit pour eux on leur présente une carte, on leur demande de regarder cette carte, on leur dit on y a dessiné des croix, et ensuite on leur donne sans doute une fiche ou des cartes qui doivent avoir autant de croix que la carte qui est la carte dite de référence qui leur a été montrée au départ. Bon. Et ensuite, on va lui poser un certain nombre de questions sur cette activité. Alors, quand on analyse une activité, quelle qu'elle soit, en mathématiques, il faut toujours s'intéresser d'abord à la tâche. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'élève doit faire ? Et ceci, on va essayer de le décrire en termes un peu contraints, en lien avec les mathématiques. Bon, donc ici, c'est relativement simple de voir que l'élève doit constituer des collections équipotentes sur des cartes et qui n'excèdent pas 5 éléments. Bon. La tâche, c'est une chose, donc constitution comment dirais-je, de collection équipotente. Maintenant, il y a autre chose, c'est la consigne. Comment est passée la consigne ? Est-ce que la consigne est passée correctement ou pas ? Est-ce qu'il y a des ambiguïtés ou pas ? Bon, ici, on ne nous pose pas trop de questions là-dessus, mais enfin bon, ça peut arriver. Voilà, ça c'est le premier point. Dans une activité, on s'intéresse à la consigne et à la tâche. Ensuite, et ceci indépendamment des questions qui vont être posées après. Donc ensuite, je m'intéresse essentiellement aux procédures. Quelles sont les procédures qu'un élève peut utiliser pour effectuer la tâche qui lui est demandée ? Alors, bien sûr, ici, les procédures, elles peuvent varier selon le niveau de classe auquel je propose l'activité. Et donc là, il faut quand même que je commence à me poser la question de c'est une activité qui est pertinente à quel niveau de classe ? C'est d'ailleurs la première question qui est posée ici. On peut y répondre. Un des indices fondamentaux à prendre en considération dans toute analyse de ce type, c'est le champ numérique. Bon. Le champ numérique, c'est une première chose. Et puis d'autre part, c'est l'intention ou l'objectif que peut poursuivre un enseignant en donnant cette activité. S'agit-il d'une activité qui va être potentiellement une activité d'évaluation ? S'agit-il d'une activité qui va être une activité d'apprentissage ? Et alors, de quel apprentissage s'agit-il ? Bon, évidemment, tout ceci est à prendre en considération pour tenter de réfléchir a priori, c'est ce qu'on appelle tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'analyse a priori de la situation. Donc, de façon à pouvoir donner des procédures qui sont des procédures en cohérence avec le niveau de classe potentiel. Ici, donc, la première chose, c'est de voir qu'il s'agit de constituer des collections équipotentes et que le cardinal de la collection de référence, eh bien, c'est 5. Donc, en s'appuyant sur le champ numérique, qui est 5, on peut affirmer que cette activité, on peut la donner à des élèves de moyenne section. Voilà, donc là, on fait référence au programme. On connaît les programmes de l'école maternelle. On sait qu'à l'école maternelle, on a une espèce de découpe, enfin, tout au long d'ailleurs de l'école élémentaire, on a une espèce de découpe du champ numérique en tranches, jusqu'à 5, jusqu'à 10, jusqu'à 100, jusqu'à 1000, etc. Bon, donc c'est pour ça que le champ numérique est un indice extrêmement fort pour déterminer un niveau de classe lorsqu'on nous pose la question. Bien. Donc ici, on peut dire, en termes de réponse,
à la première question posée, à quel niveau de classe donneriez-vous cette activité? Eh bien, on peut simplement s'appuyer sur la tâche et le champ numérique. D'accord? Donc, la tâche de l'élève consiste à réaliser des collections équipotentes à une collection de références qui comporte 5 éléments. Point. Première phrase. Deuxième phrase. Le cardinal de la collection à constituer n'excédant pas 5. On peut donner ce type d'activité à des élèves de moyenne section. On pourrait prolonger la réponse en disant que cette activité, mais là on anticipe un peu, compte tenu de la manière dont elle est présentée, peut constituer pour l'élève une situation d'apprentissage plutôt qu'une situation d'évaluation. Les situations d'évaluation, c'est je sais faire ou je ne sais pas faire. Les situations d'apprentissage, l'élève peut entrer dans la tâche sans obligatoirement avoir à utiliser ce qu'on va appeler la procédure experte. Bon, on va y revenir ensuite. D'accord? Bon, donc là, c'est la première chose. Je ne me souviens plus les questions qui sont posées, donc je vais y revenir. Elles sont là. Voilà. Quelles sont les connaissances et compétences visées? Oui. Donc ça, c'est le deuxième gros point très important à traiter, qui en principe ne peut se traiter qu'en rapport avec les procédures utilisées. Bon. Et donc, réfléchissons maintenant aux différentes procédures que peut utiliser un élève pour effectuer cette tâche. On peut imaginer, alors là, vous avez toujours intérêt à hiérarchiser un peu les procédures. Donc, partir de la procédure la plus rudimentaire pour aller vers la procédure la plus experte. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. D'accord? Bon, mais hiérarchiser. Peut-être, quelquefois, il est plus simple pour se fixer les esprits de partir de la procédure experte. Donc, la procédure experte, donnons-la tout de suite, et encore, il y en a peut-être plusieurs, c'est de déterminer le cardinal de la collection ou la carte de référence. Pour déterminer le cardinal de la carte de référence, je peux procéder de plusieurs façons, a priori. Bon. Première façon, je vais dénombrer. Dénombrer comment? Je vais dénombrer en comptant. Donc, pour compter, on procède à double action. Il y a une action qui consiste à réciter la comptine, 1, 2, 3, 4, 5, en même temps qu'on énumère la collection. C'est-à-dire qu'on passe son doigt sur chaque élément de la collection à dénombrer. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, et je dis, il y a 5 croix sur la carte. D'accord? Ceci est une procédure de dénombrement par comptage. Et donc, à partir de là, je sais que la tâche que j'ai à accomplir, c'est de faire en sorte que sur toutes les autres cartes, il y ait aussi 5 croix par complément ou retrait. D'accord? Bon. Maintenant, toujours en termes de dénombrement de la collection de références, je peux très bien, mais c'est vraiment une supposition, hein, franchement, je trouve que c'est un peu abusif, mais peu importe, supposer que certains enfants vont voir que la collection comporte 5 éléments par ce qu'on appelle, entre guillemets, subitizing ou par perception globale. C'est vrai souvent lorsque les collections sont disposées selon des constellations préétablies, les constellations du dé notamment, qui nous servent à représenter les quantités. Là, on n'en est pas loin. Bon, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être imaginer, mais quand même, c'est un peu forcé. Mais peu importe. Donc, premier type de procédure, une procédure qui consiste à dénombrer, énoncer le nombre cardinal de la collection et puis faire en sorte que sur les autres cartes, il y ait autant que, en utilisant le nombre. Donc, c'est pour ça que c'est la procédure experte. C'est la procédure qui utilise le nombre pour résoudre un problème portant sur un champ numérique inférieur à 5. Utiliser le nombre pour résoudre un problème portant sur un champ numérique inférieur à 5. Mais tous les élèves de moyenne section, à un moment donné, ne sont pas forcément capables d'utiliser cette procédure experte.
Certains élèves vont procéder par, comme on le sait, correspondance terme à terme. Bon. Donc la correspondance terme à terme, c'est le fait de considérer les éléments un à un dans la collection de référence. D'accord ? Donc c'est le geste de l'énumération finalement. Et à chaque fois qu'on rencontre une croix, on s'assure que la croix est également présente dans la carte qui est à compléter. D'accord ? Bon. Et donc, il y en a une, je mets la croix correspondante sur la carte que j'ai à compléter, etc. Mais je n'utilise pas le nombre. D'accord ? Une croix, une croix, une croix, une croix, une croix, une croix, etc. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la correspondance terme à terme, qui va nous servir à remplir pratiquement toutes les cartes, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui a un excédent. Bon. Mais de la même manière, hein, pour la carte qui a un excédent, on peut très bien imaginer des élèves qui procèdent par correspondance terme à terme. Bon. Alors, on voit aussi que sur certaines cartes, c'est plus simple que sur d'autres. Sur certaines cartes, les constellations des cartes à compléter sont semblables à la constellation de la carte de référence. C'est-à-dire que les croix qui sont présentes sont aussi placées au même endroit sur la carte de référence. Mais par contre, si on regarde la 6e, où les 3 croix sont alignées verticalement, eh bien là, la disposition géométrique des croix n'est plus un outil pour l'élève. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de glissement. Sur les 5 premières, d'une certaine façon, on permet à l'élève d'utiliser la correspondance terme à terme en s'appuyant sur la constellation, sur la disposition géométrique plutôt des croix dans la carte de référence. Arrivé à la 6e, là, on commence à compliquer un petit peu l'exercice et on a 3 croix verticales. Donc là, la correspondance terme à terme peut encore être utilisée, mais elle devient plus délicate à mettre en œuvre. De la même manière, la 7e carte, où il n'y a aucune croix, facile, pas facile, à vous décider, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut dire que là, on laisse libre champ à l'enfant pour mettre les croix un peu comme il veut et voir un peu justement s'il respecte la configuration ou pas. Bon. Dans la carte qui suit, on voit qu'il y a 4 qui sont posées exactement comme la carte de référence, donc il y a juste une croix à dessiner, donc c'est encore quelque chose de simple. Et puis il y a la dernière où il y a des croix en trop. Bon. Donc on a, en gros, on va dire, 2 grands types de procédures. D'accord ? Une procédure qui va utiliser le nombre et une procédure qui utilise ce qu'on appelle, alors il faut distinguer là en termes de compétences. Il y a des compétences dites numériques pour le premier type de procédure et des compétences pré-numériques pour le deuxième type de procédure. Donc, dans la réponse à la question quelles sont les connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de la tâche dans cette activité, il faut procéder en 2 temps. Écrire si l'élève utilise une procédure numérique. L'élève doit connaître le nombre jusqu'à 5. Je n'ai pas dit savoir compter jusqu'à 5, mais j'ai dit connaître le nombre jusqu'à 5, c'est-à-dire doit être capable de mobiliser le nombre dans la résolution d'un problème dont le cardinal n'excède pas 5. D'accord ? C'est tout à fait différent que de savoir réciter la comptine jusqu'à 5, bien sûr. Et donc là, il utilise des compétences numériques. Et deuxième type de procédure, l'élève procède par correspondance terme à terme. Et là, l'élève utilise des procédures pré-numériques, je vais y arriver. Et notamment, il se fonde sur la comparaison des collections avec autant que, plus que. Voilà. Et puis, mais vous voyez que ça nécessite des développements qui sont un peu longs, donc il faut bien organiser ça dans sa tête le jour du concours.
cours, avoir des outils d'analyse. Donc, ces outils d'analyse, je les répète, c'est regarder quelle est la tâche de l'élève, d'accord, en lien avec la consigne, se poser la question de la formulation de la consigne, est-elle judicieusement posée en fonction du niveau de l'élève, etc. Donc, tâche, consigne. Ensuite, réfléchir aux différentes procédures utilisables par les élèves, les hiérarchiser, d'accord, et selon les procédures, se poser la question des connaissances et compétences nécessaires à l'élève pour réussir la tâche. Alors, on peut ensuite vous poser la question de, par exemple, des variables didactiques ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme modification de l'activité pour avoir une incidence sur les procédures des élèves. Bon, ici, par exemple, on peut, comme d'habitude, regarder le champ numérique. Ici, le champ numérique, il est jusqu'à 5, voire jusqu'à 7, puisqu'il y a une carte où il y a 7. Bon, entre 5, 6, 7, peu importe. Mais c'est essentiellement 5 qui est au travail, là. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Donc, j'en étais donc à hiérarchiser mes procédures. Et donc, dans cette hiérarchisation, je cite bien les mots compétences numériques ou compétences prénumériques, correspondance terme à terme. Donc, sur les variables, on peut réduire le nombre de croix, on peut élargir le nombre de croix, on peut travailler sur la disposition des croix. Voilà, tout ça va avoir sans doute une incidence sur la manière dont les élèves vont résoudre leurs problèmes. Il y a des élèves qui, par exemple, vont être capables de résoudre ce problème parce qu'il n'y a que 5 croix. Vous en mettez 8 et ils sont perdus, ils sont obligés de revenir à une procédure en correspondance terme à terme. Donc le champ numérique a une grande incidence sur la procédure utilisée par les élèves. Voilà. Donc, à partir, vous avez tout intérêt, quand on vous donne dans une situation, il y en a eu beaucoup tous ces temps derniers sur le nombre à l'école maternelle, à bien analyser les choses a priori. Donc, vous regardez l'activité, elle est décrite, vous faites votre analyse a priori, et une fois que vous avez fait ça, c'est bien dans votre tête, vous avez bien assimilé les choses, vous allez lire les questions. Et seulement maintenant, vous lisez les questions. Et il y a de fortes chances pour que les questions, vous les ayez déjà plus ou moins abordées dans votre analyse a priori. D'accord ? Bon. Donc ici, on les remet. À quel niveau de classe peut-on proposer cette activité ? On l'a dit. Et je répète ce que j'ai dit aussi. Préférez les modes de réponse sur un mode déductif plutôt que sur un mode affirmatif pour 2 raisons. La première, c'est que, en règle générale, en mathématiques, on travaille sur un mode déductif, c'est-à-dire qu'on pose des vérités, puis on déduit, et on arrive à poser la conclusion qui nous intéresse. D'accord ? Et par ailleurs, la deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas penser que les questions qui sont posées, même en didactique, dans ces situations-là, sont des questions fermées. Il y a, est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui nous répond que c'est une activité qu'on ne peut poser qu'en grande section a totalement tort ? Bon, ça dépend. Là, en l'occurrence, la question ne se pose pas trop, mais des fois, c'est assez ambigu. Donc, il faut, au contraire, de donner une réponse pour ensuite l'expliquer. Il vaut mieux décrire la tâche et en conclure quel est le niveau de classe selon nous en fonction des programmes et des connaissances, des compétences des enfants qu'on peut avoir. Et on conclut. D'accord ? Donc ici, je répète, la tâche de l'élève, c'est ceci, c'est cela. Et donc, ceci est une activité qu'on peut proposer à des moyennes sections. Connaissances, compétences. Donc là, c'est pareil. On explique que cette activité peut être résolue par les élèves de moyenne section en utilisant deux grands types de procédures. Procédure numérique ou procédure prénumérique. Et donc, dans ces cas-là, on a différentes connaissances. Dans le premier cas, donc, on a la connaissance du nombre jusqu'à 5, résolution de problèmes jusqu'à 5, et utilisation de nombres pour
comparer des collections et pour réaliser des collections équipotentes, puisque la tâche dite en termes mathématiques, c'est celle-là, hein, réaliser des collections équipotentes. Voilà, et les compétences, c'est pareil, ça fait partie ici. Je disais, oui, hier, je rappelais que les mots connaissance et compétence sont des mots un peu valises, qui sont délicats et qu'il faut essayer d'analyser quand on lit les questions. On sait que le mot compétence, par exemple, dans les programmes, peut renvoyer à différents niveaux. Premier niveau, c'est les fameuses compétentes transversales à tous les domaines des mathématiques, les fameux raisonner, calculer, représenter, modéliser, etc. Ici, ce n'est pas du tout ce genre de choses qui est demandé. Donc, si ce n'est pas ce genre de choses, et si ça n'est pas du côté des attendus de fin de classe, puisqu'on est à l'école maternelle, eh bien, il faut prendre ici le mot compétence comme étant un synonyme de savoir-faire. Quels sont les savoirs et savoir-faire? Donc ici, le savoir-faire, c'est la capacité à, comment dirais-je, à réaliser des collections équipotentes. Bon. À aucun moment dans la présentation de l'activité, ni en passant la consigne, l'enseignant n'évoque le nombre 5 ou 5. Pourquoi, selon vous? Bon. Donc, on avait discuté hier sur est-ce que c'est pour interdire les procédures numériques, et je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que c'est plutôt pour ouvrir les procédures plutôt que pour en interdire une ou l'autre. C'est-à-dire qu'on donne cette activité aux élèves et on voit comment ils s'engagent dans l'activité. Certes, sans doute, l'objectif du maître, s'il considère que ceci est une situation d'apprentissage, ce sera le développement des compétences numériques, c'est-à-dire de passer pour l'élève de compétences pré-numériques à des compétences numériques, l'engager vers des compétences numériques, donc l'engager vers l'utilisation du nombre pour résoudre ce petit problème. Et donc, ça constitue une situation d'apprentissage dans la mesure où l'élève peut s'engager dans la tâche, d'accord? Et peut-être qu'à un moment donné, l'enseignant va faire évoluer sa situation pour justement obliger, mais pas au départ. Ça peut être aussi donc une évaluation, tout simplement pour voir comment l'élève procède. Et ensuite, peut-être faire justement aménager des parcours différenciés selon que les élèves utilisent des compétences numériques ou des compétences pré-numériques. D'accord? Bon. Alors, l'analyse des travaux des deux élèves donnés ci-dessous et mettre des hypothèses sur l'origine des erreurs commises, il n'y a pas de grosses difficultés. Donc, pour le travail de Pierre que je viens d'afficher, on va constater que sur chacune des cartes, Pierre a mis 6 croix et qu'il a barré la carte où il y avait 7 croix. Donc, quelle est l'hypothèse que l'on peut émettre sur le travail de Pierre? Est-ce qu'on peut, par exemple, si Pierre a procédé de façon numérique, en utilisant les procédures numériques, donc, il a pu se passer quoi? Il a pu se passer que Pierre a fait une erreur de dénombrement. Il a mal dénombré les éléments de la carte de référence. Donc, les erreurs liées au dénombrement, ça peut être 2 types d'erreurs. Un premier type d'erreur qui est une erreur d'énumération, c'est une erreur très courante. L'élève, quand il énumère, pointe les éléments un à un. Alors, il n'en oublie pas, mais souvent, il compte 2 fois le premier. Pourquoi? Pour être sûr de les avoir tous pris en considération. Et donc, Pierre a peut-être fait ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, retour au départ, 6. Donc, mauvais dénombrement en utilisant correctement la comptine, mais en faisant une erreur d'énumération. Voilà, ça c'est une erreur possible, et donc il en conclut qu'il y a 6. Et ensuite, en revanche, il est très capable de compléter les cartes pour mettre 6 éléments sur chacune d'entre elles. D'accord? Bon. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur s'il utilise des compétences prénumériques?
pourquoi pas, c'est peut-être un peu plus abusif, mais c'est pour ça que je vous conseille toujours de répondre à ces questions en mettant on peut émettre l'hypothèse que, voilà, puis vous hiérarchisez ensuite. Donc la deuxième possibilité, qui serait considérée comme une réponse valable, hein, parce que là on ne vous demande pas d'écrire toutes les façons de faire, mais donc c'est vous qui les pensez. Quand vous rédigez, vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre deux, tout dépend du temps que vous avez à consacrer à ça. Donc la correspondance terme à terme, bah, exactement de la même manière, il fait une correspondance terme à terme, il met ses croix et il pense avoir fini lorsqu'il est revenu à la première, donc il remet une croix. Bon. Ce qu'on peut remarquer sur le travail de Pierre, c'est que il ne cherche pas tellement à respecter la disposition géométrique de la carte de référence. Donc il y a d'assez fortes chances que ce soit quand même le numérique qui est prévalu pour lui. De la même manière, la sixième carte, là où il y a 3 croix verticales, il réussit ça très bien en mettant des croix un peu n'importe où. Donc on voit bien qu'il est déjà dans quelque chose qui est dans l'abstraction. Hein. Et alors que les enfants qui sont encore très collés à la disposition spatiale des éléments, eux, ils vont avoir tendance à bien respecter la disposition des croix. Bon. Donc, ce n'est pas le cas de Pierre. On peut penser qu'il est en train de travailler avec des compétences numériques en utilisant le nombre 5. Alors, puisqu'on va nous le demander après, disons-le tout de suite, pourquoi barre-t-il la dernière carte? Ben, il suffit de lire la consigne. Hein. Tu peux aussi barrer des croix s'il y en a en trop. C'est ce que je vous disais depuis le début. Soyez critiques sur la façon dont la consigne est passée. Bon, et là, donc, après tout, on pourrait considérer que Pierre a parfaitement répondu à la consigne. Tu peux barrer des croix s'il y en a en trop. Alors, c'est un peu abusif, mais bon, si vous dites qu'il n'a pas compris la consigne, bon, ça signifie, ça laisse entendre un enseignant qui n'a pas trop de recul sur sa pratique, qui est enfermé un peu dans trop de certitudes. Donc, essayez de vous dégager de ça, parce que ce sont des indicateurs qu'un correcteur va prendre et qui ne sont pas favorables pour vous. D'accord ? Bon. Rien à dire de plus là-dessus. Regarde cette carte, etc. pour Chloé. Chloé, elle a tout bien fait. Donc, est-ce qu'on peut savoir quelle est la façon dont elle a travaillé? Est-ce qu'elle a travaillé en utilisant le nombre 5 ou est-ce qu'elle a travaillé en faisant une correspondance terme à terme? Très difficile à dire. Elle respecte davantage que Pierre la disposition géométrique, ce qui fait penser donc à la correspondance terme à terme, mais elle réussit aussi très bien la sixième carte et place deux croix supplémentaires. Donc là aussi, on peut penser qu'elle a utilisé des compétences numériques pour effectuer le travail. Voilà pour cet exercice-là. Je vais m'arrêter là, ça fera une vidéo plus courte. Puis s'il manque sur notre autre vidéo, le début de l'autre activité qui concerne cette fois-ci non plus la moyenne section mais la grande section, je ferai une courte vidéo là-dessus aussi pour compléter la vidéo d'hier. Voilà, bon, donc premier volet.